Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, nous allons poursuivre notre analyse et décryptage de l'actualité médiatique internationale et bien sûr sur ce qui se passe actuellement sur le PAF ou le paysage audiovisuel français avec la guerre ouverte entre RSF et CNews. Avant de commencer justement le débat, nous accueillons dans notre émission ce soir Pierre Balloch, maire de Vitry-sur-Seine. Bienvenue et ce sera un témoignage justement d'un élu français sur le paysage audiovisuel français. Bien sûr, nous serons également accompagnés par nos deux experts, Faisal Matawi et Sofiane Baroudi. Avant de commencer le débat, on va regarder cette influenceuse qui décrypte à elle seule le paysage audiovisuel français et la campagne de désinformation. Ça vous rend pas fou, vous, de voir que les grands médias ils disent rien sur la Palestine? Nous, tous les jours, sur nos téléphones, on a des images de femmes, d'enfants tués par l'armée d'Israël. Et vous savez combien de temps les médias ils ont parlé des Palestiniens en un mois? 5 minutes. Il y a des analyses qui ont été faites et sur 46 jours, 29 heures d'antenne, 5 minutes on a parlé des Palestiniens sur TF1 et sur France 2. C'est quand même incroyable que les médias, vraiment, ils ne cachent même plus à quel point ils sont à la botte du pouvoir et du gouvernement. C'est-à-dire Macron, il dit quelque chose, ils font 15 émissions dessus, ils disent oui, bien sûr, le président a raison, machin, mais par contre, quand Macron, il dit toutes les vies se valent sauf celle des Palestiniens parce qu'il soutient Israël, ah bah du coup les médias, la Palestine, on s'en fout. Bref, ils essayent tous de faire oublier qu'actuellement il y a des milliers de civils sous les bombes, continuant à soutenir la Palestine. Voilà, c'était un témoignage d'une influenceuse française sur le décryptage ou l'analyse de l'information sur ce qui se passe à Gaza. Monsieur Balloch, justement, en tant qu'élu, mais aussi un acteur de l'actualité politique et médiatique française, comment vous expliquez cette campagne de désinformation sur ce qui se passe justement à Gaza? Moi, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer en réalité parce que en tant qu'élu de la République française, j'ai eu beaucoup l'occasion d'aller en Palestine, puisque nous travaillons avec Jéricho et j'ai rencontré les Palestiniens. Et cela fait maintenant 75 ans qu'ils sont en résistance. Et déjà, on ne parlait pas des meurtres qui ont eu lieu avant le 7 octobre. Et ensuite, quand on a vu le 7 octobre, on a tous eu, j'ai envie de dire, une crainte. C'était l'offensive israélienne qui allait suivre. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a eu des massacres. Le problème est qu'on a un pouvoir qui est complètement complice d'Israël depuis des années et qui ne pouvait pas, j'ai l'impression, se renier et ne pas dire qu'Israël était un pays qui colonisait et tuait depuis maintenant des années la Palestine. Et on a le sentiment qu'on n'arrive pas, malgré tous nos efforts, à faire comprendre aux médias français qu'il y existe depuis des années en Palestine, un massacre qui a lieu quotidiennement. Quotidiennement. Alors, puisque vous êtes un politicien, on va parler de politique. Comment expliquer que des médias qui étaient traditionnellement de gauche, comme Canal+, comme France Télévisions éventuellement, qui s'alignent sur le média public, ne transmettent pas l'information réelle ou objective aujourd'hui? Alors pour ce qui nous avons vu même Canal+ virer totalement à droite et même à l'extrême droite. Justement, l'explication, elle est là. Quand Canal+ est racheté par M. Bolloré, il licencie tout de suite l'ensemble de la rédaction. Et d'ailleurs, il y a eu une résistance des journalistes de Canal+, voilà, pour s'opposer à ce qui se passait. Il a supprimé les Guignols, le Petit Journal, Nulle part ailleurs, et toutes les émissions phares de Canal+, et qui faisaient un petit peu la tribune de la liberté d'expression en France. Tout à fait. Il a complètement changé la ligne éditoriale et ensuite, il a imposé son point de vue. Il a fait la même chose dans tous les médias qu'il a rachetés. Et pour ce qui est du service public, le service public, on le sait, il est le directeur de France Télévisions et de l'ensemble est désigné par le pouvoir. Et donc, on a aussi cette accointance. Mais j'ai envie de dire, c'est normal pour un service public. Par contre, ce qui est alors qu'on nous décrivait le service privé comme en capacité d'apporter une contradiction, on s'aperçoit que les deux aujourd'hui se sont alignés et qu'on n'a qu'une seule information, qu'une seule façon de voir le monde qui s'impose dans nos médias. Et je dois dire que c'est assez difficile à vivre. Faisal Matawi, vous qui partagez beaucoup justement d'informations sur les médias en France, vous voyez que le changement
sur le paysage audiovisuel français a totalement viré à droite durant les 10 dernières années. Les médias français, une partie, pas tous, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a certains médias qui quand même évoquent la situation en Palestine avec plus ou moins un regard plus équilibré, comme France Inter par exemple, ou RFI ou d'autres médias. Mais disons médias internationaux essentiellement. Oui, médias internationaux surtout, et certains journaux comme Libération parfois, et l'Humanité aussi, c'est un journal du Parti communiste. Donc il y a quand même des médias qui essaient de faire leur travail malgré les pressions. Les médias français en grande partie se sont américanisés, parce que depuis que Robert Murdoch a lancé le groupe Fox News, CNews commence à lui ressembler. Justement, donc, on va parler de ça tout à l'heure avec quelques vidéos, mais également cette polémique entre RSF et CNews. Reporters sans frontières et donc CNews, donc la tendance ils sont américanisés, donc il y a moins d'informations et il y a plus d'opinions. Par exemple, une chaîne comme CNews ou LCI qui fait du Poutine bashing depuis des mois et des mois, chaque soir c'est les mêmes thèmes sur la Russie et la guerre en Ukraine. CNews qui a viré complètement à droite parce que le danger, c'est un peu ça le danger de la liberté d'expression. Et ça a été rappelé il y a quelques années par le Conseil européen sur la concentration des médias aux mains des mêmes personnes. C'est le cas de Bolloré, Vincent Bolloré, qui a racheté le groupe Canal+, et qui a, comme l'a souligné Pierre Belloc, a mis dehors beaucoup de journalistes, dont ceux de CNews, parce qu'à l'époque, iTélé était plus ou moins une chaîne d'information qui donnait les différents points de vue. Depuis, CNews est devenu une chaîne de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, et c'est devenu une chaîne d'opinion. Ça veut dire où est l'information. Quand on s'appelle une chaîne d'information continue, on est censé d'abord de donner l'information, de vérifier les faits, notamment de ce qui se passe à Gaza. Évidemment, il n'y a aucune image des massacres commis par l'armée israélienne à Gaza dans une chaîne comme CNews. Et donc, c'est une seule opinion. C'est pour ça qu'il y a cette polémique. Comment expliquer, Faisal, le fait que CNews devient plus à droite ou extrême droite que BFM TV, qui est connu dont le propriétaire est un proche de l'État sioniste d'Israël? Oui, le propriétaire est un Israélien, qui a plusieurs nationalités d'ailleurs, mais BFM reste une chaîne française. Et j'ai suivi dernièrement un débat au niveau du Parlement qui est quand même passé inaperçu, parce qu'on a ramené tout le staff de la chaîne BFM TV, où il y a eu de bonnes questions qui ont été posées par les députés, dont ceux de la France Insoumise. La France Insoumise, qui est un parti de gauche français, qui aujourd'hui est lynché par justement ces médias de droite à cause de sa position qualifiée de pro-palestinienne, alors que LFI ne défend que le droit international. Donc des questions ont été posées sur le financement, sur les personnes qui interviennent, sur le choix des chroniqueurs. Et on parlait tout à l'heure avec Pierre Belloc sur le maire de Béziers, qui est Robert Ménard, qui est d'extrême droite et qui est dans tous les plateaux. Pourquoi il y a combien de maires en France? 50 000, plus de 50 000? 36 000. 36 000. Sur les 36 000, il y a un ou deux qui viennent et qui, curieusement, sont tous de l'extrême droite. Donc c'est des questions qui sont posées aux médias. Il a une carte blanche sur les médias. Oui, peut-être c'est des choix éditoriaux, mais quand même, il faut, dans une démocratie, dans un pays qui défend la liberté d'expression, le pluralisme, on devrait donner le point de vue de tout le monde. Dans le cas de Gaza, le point de vue palestinien n'existe pas pratiquement. Une ou deux fois, on a vu l'ambassadeur de Palestine à Bruxelles, je pense à Paris. Une ou deux fois, il y a des professeurs... Ambassadrice de Palestine à Paris aussi. À Paris, quelques professeurs qui défendent plus ou moins un point de vue plus ou moins objectif, mais sinon, il y a la voix palestinienne est absente dans les médias français et dans l'ensemble des médias européens et occidentaux, mis à part quelques rares exceptions, et parfois c'est des prouesses de journalistes, parce que les médias sont concentrés par des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont un seul point de vue, celui de l'extrême droite, et parfois d'extrême droite religieuse. Sofiane Baroudi, qu'en est-il justement du rôle de l'ARCOM, qui est le gendarme de l'audiovisuel en France, l'ex-CSA? Que fait l'ARCOM justement pour mettre de l'ordre dans le paysage audiovisuel français face à la vague de la désinformation, mais également à la guerre médiatique entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ou la droite et la gauche? Alors on se pose beaucoup de questions justement sur les tâches de l'ARCOM, vu qu'on se retrouve avec des appels au meurtre assumés de manière ouverte sur le plateau de télévision, on se retrouve avec des appels à l'extermination et au génocide de tout un peuple aussi sur les plateaux de télévision, sans forcément entraîner de réaction de la part de l'autorité qui est censée réguler justement ces discours-là. Et donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur toujours le deux poids deux mesures.
qu'on retrouve, que ce soit sur le drame que vit le peuple palestinien à travers justement les actions génocidaires qui sont menées à ciel ouvert, mais aussi sur d'autres thèmes de grande importance. On peut citer le conflit ukrainien où il y a eu une seule partie qui a été défendue et sur les plateaux de télévision, il y a eu plusieurs dérives. On peut citer également un thème très important qui est celui de l'islamophobie, où on ne retrouve pas, si vous voulez, de levée de bouclier ni de la part de l'Arcom et ni de la part des médias de service public qui sont censés, si vous voulez, donner de la voix de manière proportionnelle en représentant toutes les strates de la société. Or, les musulmans représentent des millions en France, mais ils ne sont pas assez représentés à l'antenne. D'un autre côté, on se pose aussi des questions sur une forme d'oligarchisation, ce qui était déjà clairement établi des médias, mais aussi du milieu politique en France, en Europe, dans tout le monde occidental en général. Et on a l'impression qu'il y a une fascisation de la société qui est encouragée ou alors qui est laissée, si vous voulez, qui est laissée faire par les autorités publiques, ce qui est très dangereux et ce qui suscite aussi des levées de boucliers, mais dans les médias alternatifs et aussi dans des milieux qui sont des milieux actuellement qui eux-mêmes disent que c'est des milieux de résistants, vu qu'il y a un certain glissement vers un régime totalitaire. Il faut oser les termes. Et donc, on se pose vraiment beaucoup de questions sur les différents mécanismes de régulation, à la fois audiovisuels, politiques, mais aussi économiques, en dernière analyse. Je vais revenir un petit peu à M. Bollock. Mis à part quelques élus de la France insoumise qui sont souvent invités et je dirais même lynchés sur les plateaux de télévision, les autres élus des autres partis de gauche, notamment le PS et le Parti communiste, sont quasiment absents des plateaux de télévision pour ce qui concerne le traitement de ce qui se passe à Gaza, mais également ce qui se passe en Ukraine, mais aussi dans le monde arabe. Alors, il y a des positions différentes entre les partis que vous avez cités. Effectivement, la France insoumise a réagi vivement et a été... reste la seule force politique française qui défend un petit peu la cause palestinienne. Non, moi je suis au Parti communiste, on défend la cause palestinienne depuis des décennies. Je sais, mais je veux dire, sur les plateaux de télévision, la seule qui est visiblement plébiscitée. Parce qu'elle était, comme elle avait pris une position... contrairement à nous, la France insoumise a eu du mal à qualifier les combattants du Hamas, n'a pas voulu les qualifier de terroristes dans un moment où l'émotion faisait que le peuple de France était un peu délicat sur ces questions-là. Donc on les a mis sur les plateaux télé, mais plus pour les lyncher sur cette position-là. Pour les lyncher et les tuer politiquement, si voilà, on veut dire, et à chaque fois, on leur posait la même question. Qualifiez-vous les combattants du Hamas? Ou dénonciez-vous les attaques du Hamas? Exactement. À chaque fois, tout le monde était ramené à cette question-là. Dans l'émotion, au début, ça a fait mouche et ils ont été en difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien plus fermes, puisqu'on voit que la réaction d'Israël est une réaction de terrorisme d'État, moi j'ose le dire comme ça, puisqu'il crée la terreur dans la population en assassinant la population de la même façon qu'aurait pu être qualifié le Hamas au début du conflit. Donc les médias utilisent, si vous voulez, parfois des maladresses, on va le dire, politiques, pour pouvoir renforcer le camp qui est le leur, qui est un camp du pouvoir établi, de l'oligarchie et des Occidentaux dans ce qu'ils ont de plus, j'ai envie de dire, libéral dans le monde entier, quoi. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que, on avait parlé de ça la semaine passée, est-ce que vous pensez que les télévisions ou les médias mainstream sont dépassés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, actuellement X? Moi, je ne le pense pas, je le constate, puisque nous avons fait nous-mêmes à Vitry-sur-Seine une enquête sur le lectorat, la manière dont les gens maintenant prenaient l'information, et les médias sociaux ont dépassé de peu encore la télévision, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont aujourd'hui la source d'information principale de nos habitants, loin devant les journaux classiques tels que Le Parisien, l'Humanité, Libération, Le Monde, Le Figaro, etc., qui sont les journaux habituellement établis et qui fournissaient l'information. Aujourd'hui, les gens se lèvent le matin et ils regardent Facebook, Twitter, Snapchat, etc., pour prendre l'information. Et la télévision, lorsqu'elle traite comme elle a traité le problème palestinien, se décrédibilise d'autant plus.
et pour se sauver va dans l'outrance. Et on se retrouve avec des journalistes, enfin qui se prétendent des présentateurs de journal télé, qui se permettent aujourd'hui de donner des opinions avec des chroniqueurs dont on ne sait d'où ils viennent et qui se permettent eux aussi de donner des opinions, alors que je pense qu'il y a en France des journalistes, des historiens, des personnels politiques tout à fait capables et documentés de donner une véritable opinion qui repose sur des bases idéologiques, de pensée ou des bases tout simplement scientifiques. En fait, les réseaux sociaux, il faut le noter, ne sont pas des médias. Parce que c'est l'erreur qu'on fait. Souvent, X ou d'autres médias relaient des informations, pour les médias, ou parfois des photos qui ne sont pas diffusées par les médias. Évidemment, le journalisme est là ses règles, l'information doit être vérifiée, parce qu'il y a beaucoup de manipulations de photos, de vidéos, dans beaucoup quand on l'a vu, on a déjà évoqué dans cette émission sur ce qui se passe en Ukraine, comment on avait fait fabriquer une propagande qui était vraiment une propagande de mauvais goût pour un peu inculper l'armée russe, ou le cas actuellement pour le Hamas. Et on a vu aussi, comme l'a souligné Sofiane, des outrances, comme l'a souligné aussi Pierre, des outrances. Enrico Macias, qui est un chanteur français de confession juive, qui est venu sur un plateau menacé et appelé à tuer les militants de gauche, notamment de la France insoumise, en le citant, et on n'a pas vu que... Qui n'a pas été sanctionné. C'est un appel au meurtre. C'est un appel au meurtre clair, qui n'a pas été sanctionné, qui a été documenté. Évidemment, la France insoumise a déposé plainte, mais s'il y avait d'une autre confession, s'il y avait un musulman qui aurait dit la même chose, il aurait été mis en prison. Donc vous voyez, quand on est en démocratie qui donne des leçons au monde entier, il faut savoir respecter aussi ces règles. Il faut respecter les règles qui sont valables pour tout le monde. Or, Gaza, c'est un des grands points positifs. Bien sûr qu'il y a des victimes, malheureusement. Beaucoup de femmes et d'enfants tués par l'armée israélienne qui a bombardé des hôpitaux, des écoles, des églises, des mosquées. Et il y a un dossier au niveau de la Cour de justice internationale. Et je pense que l'Égypte va aussi déposer plainte devant cette Cour pour notamment le cas des colonies qui sont une violation du droit international. Donc on a vu ces médias se dévoiler, prendre position, choisir encore. Mais un média peut avoir une ligne éditoriale, évidemment, il peut avoir un choix politique. Mais un média doit avoir le point de vue et l'autre point de vue. Et ce qu'a fait Murdoch, c'est pour ça que j'ai parlé de l'américanisation des médias français. Robert Murdoch, avec Ronald Reagan, à un moment donné, ils ont cassé la règle de la balance, parce que les médias américains étaient plus ou moins équilibrés à un moment donné. Mais depuis Fox News qui a fait beaucoup d'enfants ailleurs, en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, un peu partout, c'est des médias d'extrême droite. En Hongrie aussi, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui donne un seul point de vue, c'est devenu le point de vue. Et c'est pour ça, l'autre défi qui est posé au journalisme actuellement, c'est le commentaire. Vous savez très bien, Salim, vous êtes journaliste, bien aussi, que le commentaire est libre et l'information est sacrée. Or, maintenant, on confond commentaire et info, et le commentaire devient une information. C'est le cas de CNews, par exemple, ou c'est le cas de Sky News en Grande-Bretagne, c'est le cas de Fox News aux États-Unis, etc., etc. Donc, où est l'information de tout ça? Et dans tout ça, on a créé une espèce de brouillard sur les crimes commis à Gaza. Regardez ce qui se passe actuellement à Rafah, la manière avec laquelle on est en train de traiter l'information. Totalement effacée sur les médias occidentaux. Oui, alors qu'Israël est en train de commettre une épuration ethnique en poussant la population de Gaza à quitter le territoire et aller dans un autre territoire qui est le territoire égyptien, d'où le risque de guerre aussi. Monsieur Bollock, je voudrais revenir un petit peu sur les grandes chaînes françaises. Aujourd'hui, où est le rôle de TF1 et France Télévisions, notamment France 2, ces deux grandes chaînes françaises qui ont totalement disparu du paysage audiovisuel français et laissant la place à CNews et BFM TV et parfois LCI, dans le débat politique. Oui, tout à fait. Alors, ils sont encore sollicités pour quelques prises de parole des présidents ou des ministres lorsqu'ils ont un message à délivrer aux Français, mais de plus en plus... Ils restent au retrait de ce qui se passe sur le plan international. Ils restent en retrait, ils sont moins dans la polémique, mais on voit que malheureusement, comme on a un peu le diktat de l'auditoire, de l'auditeur, des chaînes rentraient dans la polémique pour pouvoir grappiller des parts de marché à ces grands monstres de l'information, puisque on a encore, je crois, dans ces médias-là, une information mesurée. Mesurée, parce que malheureusement, elle n'est pas encore équilibrée, mais elle est mesurée. Et ils se font grappiller des parts de marché, et de la même façon, ils sont détenus par des leaders d'opinion, je vais le dire comme ça, qui leur imposent une information très, très, très dirigiste sur le traitement de Gaza. TF1 et France 2, peut-être France 2, c'est un peu
un peu démarqués, mais ont été de la même platitude, j'ai envie de dire, que les autres, obligés, on le sentait de temps en temps, de dire ce qui se passait, mais tout le temps en ramenant les événements au 7 octobre. C'est-à-dire que quand on parle des victimes de Gaza, on parle des victimes israéliennes. Alors, il y a beaucoup d'experts qui parlent concernant TF1 et France 2, ils disent comme quoi maintenant ils ont France Télévisions à France Info et TF1 à LCI, donc ils n'ont pas besoin de commenter, disons, ce qui se passe sur Gaza ou ailleurs, donc ils laissent un petit peu leur chaîne satellite commenter ce qui se passe sur le plan international et laisser le champ politique local français sur les grandes chaînes. Mais TF1 reste quand même la chaîne la plus regardée en France. Mais si on mesure l'audience, c'est beaucoup plus le divertissement que l'information. TF1 est un producteur de cinéma aussi, et il a beaucoup de productions d'émissions de jeux, divertissements, de séries, etc. C'est ça qui fait l'audience. Il y a le football aussi. Parce qu'il ne faut pas penser que l'information intéresse beaucoup de monde aussi. L'information intéresse une certaine élite, certains téléspectateurs, lecteurs aussi, sur les réseaux sociaux, pour les journaux, etc. Mais la production et l'entertainment, le spectacle, etc., a aussi son audience. De l'audience de TF1, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un marché publicitaire. Et on a vu que, par exemple, dans le cas d'Elon Musk, quand il a ouvert la plateforme, il a laissé ouverte pour parler de toute l'information concernant Gaza, il y a eu le chantage à la publicité. Il y a de grands annonceurs, de grandes sociétés qui se trouvent être des soutiens à Israël aussi, qui menacent de couper la publicité si le média ne s'aligne pas sur une seule ligne, ça veut dire une pensée unique. Et c'est pour ça que c'est un grand défi qui est posé maintenant à tous les médias, parce que le Sud global, comme on l'aime appeler ici, elle ne le suit plus. On a vu aujourd'hui le président brésilien, Lula, dénoncer le génocide en Israël. C'était le cas du Nicaragua, de l'Afrique du Sud, des dénonciations nazies, etc. Donc ce Grand Sud, avec ses médias, est en train de donner une autre version, une autre image du monde. Alors, je repose la même question, parce que je l'ai posée à M. Bollock, concernant TF1 France 2 et tout ce qui se passe en matière de médiatisation de ces grandes questions sur le Proche-Orient. Aujourd'hui, il y a une guerre des audiences, mais aussi une absence totale des grandes chaînes. Oui, tout à fait. Le débat sur la question. Oui, on a un traitement de l'information. C'est très dur aujourd'hui, quand on habite en France, de regarder la télévision et d'y trouver l'information qui correspond à une réalité qu'on aimerait voir plus décrite. Moi, je suis solidaire avec la Palestine depuis des années. Je m'attendais à pouvoir avoir de l'information plus régulière sur ce qui se passe à Gaza. Et sincèrement, plus le temps est passé et moins on a entendu parler de ce qui se passait, alors que tous les jours à Gaza, il y avait des drames. Donc, moi, je vous le dis sincèrement, je me suis reporté sur d'autres médias internationaux. Aujourd'hui, dans les bouquets que l'on peut avoir avec les box, on peut avoir accès à des chaînes internationales. Ça peut être la vôtre, ça peut être aussi la chaîne d'Amérique latine dont Télésource ou des choses comme ça, ou Al Jazeera, où on peut avoir des informations qui sont en temps réel, alors que les médias français n'ont pas pris, si on veut leur faire plaisir, cette part de marché, qui sont les gens qui... ce qui s'est passé à Gaza, c'est un terrorisme, c'est un traumatisme pour la population mondiale. On a tous été touchés dans notre chair par ce qui s'est passé. C'est un génocide surtout. Et on nous a refusé, de nous tenir au courant de ce qui arrivait à nos frères palestiniens. Et ça a été, je crois, un divorce entre ces médias nationaux en qui on avait confiance jusqu'à maintenant et un auditoire qui avait besoin de cette information. Ok. Merci, M. Pierre Bollock. On fait une courte pause et revient au débat. Alors, pour revenir un petit peu au débat et justement à la campagne de désinformation sur les médias occidentaux, notamment français, M. Bollock, on a remarqué aussi l'absence d'un sujet ou d'une cause qui est totalement effacée des médias français, c'est la cause sahraoui. Oui, tout à fait. En France, on ne parle pas du tout Gaza, il y a 5 minutes dans les médias français, la cause sahraoui est pratiquement absente. Il n'y a même pas 5 minutes sur un an, voire sur 10 ans. J'ai envie de dire que c'est complètement passé sous silence. Et on est quelques communes quand même à soutenir, mais on voit bien qu'en France, le lobby marocain a complètement réussi à annihiler cette information. Il y existe
encore en Afrique une colonie qui est le Sahara occidental, avec un pays colonisateur qui ne respecte pas le droit international. Et jamais on en parle dans les médias. Et pourtant, il existe quand même un parallèle fort avec la Palestine, puisque ce sont deux peuples à qui on renie pour leur le droit à l'autodétermination. Oui, je voudrais réagir sur la désinformation, justement, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que oui, les grandes chaînes traditionnelles font beaucoup plus de divertissement, mais les chaînes médias mass qui sont spécialisées dans l'information continue, comme BFM ou alors comme CNews, passent par des industriels de la désinformation. C'est ce qu'a révélé d'ailleurs l'affaire Rachid Mbarki, justement avec un opérateur industriel qui s'appelle Team George, qui fournit clé en main des informations pour justement désinformer le public en masse sur des sujets importants. Par exemple, on a cité le Sahara occidental. On sait que Rachid Mbarki a fait passer sur la plus grande chaîne d'information de France des opinions qui ne sont pas celles, y compris défendues officiellement par l'État français, qui est officiellement pour la solution du droit international, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Sur d'autres dossiers aussi importants, il y a de la désinformation qui est fabriquée de manière, on va dire, massive, c'est-à-dire comme on le fait pour l'industrie. Et j'ai l'impression que les grandes chaînes passent plutôt par ce marché-là, qui est un marché très très juteux. D'ailleurs, c'est France Info, un média de service public, qui a révélé que d'autres médias, qui sont censés être des médias crédibles, passent par des sociétés qui sont souvent domiciliées à l'étranger. Pour ce cas présent, Team George, c'est un média qui est géré par des anciens du renseignement de l'armée d'occupation israélienne. Et donc, on voit très bien comment se fabrique en réalité la désinformation, qui est centrale, notamment à l'époque des guerres non conventionnelles de 5e génération, où l'influence sur la perception est un élément déterminant, même y compris, si vous voulez, à l'échelle militaire et tactique. Et ce qui se passe actuellement, notamment par l'occultation du génocide perpétré contre le peuple palestinien à ciel ouvert, et ce qui se passe par l'occultation des tensions au Moyen-Orient, notamment avec le Liban et surtout avec l'Égypte, constitue un véritable danger, y compris pour les peuples européens eux-mêmes. D'ailleurs, on a vu, si vous voulez, la montée au créneau de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a quasiment piqué une crise sur les tensions à Rafah, parce que les conséquences peuvent être très très préjudiciables, voire dramatiques pour l'Union européenne, si on continue justement à alimenter la machine de guerre totalitaire de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Parce que ce que dit Pierre tout à l'heure est important par rapport à la confiance. Je pense qu'on va s'acheminer vers une rupture de confiance entre les grands médias, parce que quand on ment et quand on ferme les yeux sur les vérités qui sont éclatantes, parce que les médias européens, après tout, ce n'est pas la première fois. Il y a eu les Balkans déjà, il y a eu le Rwanda, il y a eu d'autres crimes ailleurs dans le monde qui sont passés sous silence. Il n'y a eu que des années plus tard qu'on découvre qu'il y a eu des massacres, la guerre de libération nationale en Algérie et d'autres guerres aussi. Donc c'est pas nouveau. L'Irak aussi, le grand mensonge irakien, l'Afghanistan qui a fait la bombe qui est accusée d'avoir été derrière les attentats du 11 septembre, etc. Donc c'est pas CNN, rappelez-vous Salim, était un exemple du mensonge durant la première guerre du Golfe, quand le journaliste était sous le lit à Bagdad, à l'hôtel Rachid, et qui nous parlait de bombardement avec des montages son. Donc en matière de manipulation, c'est pas nouveau. Mais là, avec Gaza, le fait nouveau, c'est qu'il y a eu des manifestations de masse contre les crimes commis par Israël à Gaza. Des manifestations, y compris dans le Parlement, devant le Parlement américain, devant le Parlement européen, en France, un peu partout. Les États-Unis ont été le pays où il y a eu le plus de manifestations pour dénoncer les crimes, y compris devant la maison du président Biden. Donc vous voyez qu'il y a une rue qui sait ce qui se passe, qui est au courant, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui ont fait leur travail, il y a des images, des vidéos, etc., malgré parfois la difficulté de vérifier, mais il y a une opinion qui voit quelque chose et qui voit autre chose sur les plateaux. On est en train de... Par exemple, la sémantique, et tout le monde est tombé dans ce choix sémantique qui a été fabriqué, et Sofiane en a parlé, parce qu'il y a des gens qui sont payés à fabriquer de l'information, à la manipuler et à imposer des concepts comme guerre Israël-Hamas. Il n'y a pas de guerre Israël-Hamas. Il y a une armée qui est appelée armée israélienne, qui bombarde des populations civiles et qui les oblige à quitter le territoire. Et il y a un mouvement de résistance qui tente de résister avec les moyens qu'il a. Donc il n'y a pas cette guerre. Rappelez-vous, au début de l'offensive israélienne ou de l'attaque israélienne contre Gaza, on avait parlé de bébés décapités, on avait parlé d'otages tués, on avait de plein d'informations qui se sont avérées fausses, mais les médias qui ont véhiculé, dont des grands médias comme CNN et BBC,
non, pas du tout présenté d'excuses, à part peut-être BBC qui s'est rattrapé à la dernière minute, mais on est resté dans ce mensonge en continu. Et quand il y a beaucoup de mensonges, de continu, ça crée, comme l'a souligné Pierre, des confusions. Pierre est parti chercher de l'information chez Al Jazeera et dans les médias du Sud, justement, Télésur et du Sud, parce qu'il n'y a pas de suffisamment d'informations. À part peut-être quelques exceptions, j'avais parlé tout à l'heure de Libération, Humanité, aussi Mediapart, qui donne plus ou moins de l'information, parce qu'il y a un journaliste qui est plus ou moins honnête et qui essaie de donner au moins la vérité, sans qu'il soit classé de terroriste ou classé de pro-palestinien, parce que maintenant, on veut complexer les gens. À chaque fois, quand il y a critique contre l'armée israélienne ou Israël, vous êtes automatiquement antisémite. C'est devenu donc tellement une accusation qui même perd de la valeur à cause d'être utilisée. Alors, le débat de cette semaine, justement, en France, c'est un petit peu la guerre entre RSF et CNews. Le Conseil d'État a donné un délai de 6 mois à l'autorité de régulation, l'ARCOM, pour réexaminer le respect du pluralisme et l'indépendance de l'information sur CNews. L'affaire a fait débat. On regarde quelques extraits justement des débats sur les plateaux de CNews, mais également le commentaire de Edwin Plenel sur justement le rôle de CNews. Sur CNews. Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour, Monsieur Deloire. Bonjour Monsieur Pro. Est-ce que ce plateau vous convient ? Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Les griefs portés contre CNews de la part de RSF portent sur 0,3% des programmes annuels de CNews. Peut-on incriminer une chaîne là-dessus ? Autre question, ces griefs portent sur 3 programmes. La matinale, l'heure des pros, Face à l'info. Peut-on porter grief à une chaîne sur 3 programmes ? Doit-on critiquer une chaîne à la minute près ? C'est-à-dire, est-ce que sur cet équilibre de temps de parole, est-ce que dans ma phrase, j'équilibre le temps de parole ? Est-ce que sur le plateau, sur la minute, sur l'heure, sur la journée, sur la semaine, sur le mois ou sur 3 mois ? Comme le demande l'ARCOM. Donc, le pluralisme et l'égalité, l'équilibre du temps de parole ne peut pas se faire sur 0,3% de la programmation annuelle d'une chaîne. Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Monsieur Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Oui, mais vous répondez quoi à Pascal Praud, qui est une des vedettes de cette chaîne, qui vous traite, je le cite, de tartuffe nationale ? Je ne réponds pas à des imbécilités. Voilà, c'était des extraits justement des débats houleux parfois sur le plateau de CNews, mais aussi la réaction d'Edwin Plenel et même de Robert Ménard sur ce qui s'est passé. Je rappelle, Robert Ménard était le fondateur de Reporters sans frontières et il interpellait sur le plateau son collègue, le secrétaire général Christophe Deloire, qui était invité justement sur le plateau de CNews avec Pascal Praud, et c'était un débat très très houleux. Il n'a pas laissé parler. Il n'a pas laissé parler, justement. Parce que j'ai revu l'émission à 2 reprises. Christophe Deloire, à chaque fois qu'il essaie d'argumenter, il est coupé. Et bien sûr, Pascal Praud monte sur ses grands chevaux, lui dit vous m'accusez de ne pas respecter le pluralisme. Ne donnez pas de leçons, surtout pas à moi. Parce que lui, c'est vraiment le symbole de ce que peut être le mauvais journalisme, de ce que peut être la malhonnêteté. Et c'est pour ça que le Conseil d'État réagit un peu tardivement, y compris parce que l'ARCOM a été interpellé par RSF et a refusé de réagir. Le Conseil d'État, ce qu'il n'ose pas dire, parce que c'est une institution de droit, c'est que CNews est devenue une chaîne d'extrême droite. Il se trouve que tous les chroniqueurs, mais à part une exception, à part Éric Nolot, qui est quand même aussi à virer, je pense. Éric Nolot est devenu l'ami d'Éric Zemmour. Il était dans sa campagne électorale. Il est devenu l'ami de Cyril Hanouna, de Yves Calvi, etc. Donc, comme par hasard, tous les chroniqueurs sont du même bord. Et Pascal Praud, dans sa réaction à Christophe Deloire, il dit CNews donne la parole à ceux qui n'ont pas de la parole ailleurs. Il cite qui ? Il cite Charlotte Dornelas, qui était le symbole de ce que peut être le fascisme.
parce qu'elle est le symbole de l'extrême droite, et elle est chroniqueuse chez lui. Donc je pense cette affaire de Conseil d'État, etc., parce que le Conseil d'État, la décision concerne aussi les autres médias, pas uniquement CNews, il parle des chroniqueurs, de ceux qui interviennent. Tout à fait. Parce que généralement, le pluralisme et l'équilibre d'antenne, c'était on calculait le temps d'antenne donné au Parti communiste, qui a disparu des écrans d'ailleurs, le Parti socialiste, etc. Mais là, les chroniqueurs sont aussi représentent des courants politiques. Ils ne sont pas comptabilisés. C'est pour ça qu'il y a cette décision. On verra comment CNews qui accuse RSF de porter atteinte à la liberté d'expression. Alors, Pierre Belloc, justement, en parlant de cette polémique entre RSF et CNews, on a remarqué une chose très très importante, c'est un petit peu l'extrême droiture de la chaîne de Bolloré. Edwin Plenel la résume très bien. Pourquoi, justement, elle est passée de iTélé à CNews? Justement, ça participe de ce grand groupe qu'a créé Bolloré, qui est, ça a été dit, un homme fortuné qui, je rappelle, possède une grande partie des ports d'Afrique et qui a fait sa fortune et qui souhaite surtout la protéger en protégeant un pouvoir qui lui est favorable. Et c'est pour ça que quand iTélé devient CNews, Bolloré impose, et c'est cette valse des journalistes, une ligne éditoriale qui lui permet de maintenir son empire et de réussir à faire... Et moi, je suis atterré parce que on voit, et on va les voir sur CNews, s'émouvoir de ce qui se passe. Alors je rappelle quand même, ça a été dit, que le Conseil d'État est effectivement plutôt à droite, mais ça reste une institution. Ça reste d'État. Voilà, l'État, la République. Donc quand l'institution dit que ça ne va pas, c'est qu'il y a sérieusement un problème. Il y a un problème. Et le problème, on l'a tous constaté. Alors, ils peuvent crier comme ils veulent, mais tous les auditeurs savent bien là où ils en sont. Alors, c'est arrivé dans d'autres pays que des chaînes soient fermées parce qu'elles avaient une opinion trop tranchée. Moi, je me souviens au Venezuela, à l'époque de Chavez, qui avait fait fermer la première chaîne, il l'avait fait parce que c'était en continu. Il y a eu tout un documentaire sur cette affaire. La révolution ne sera pas télévisée. Voilà, tout à fait. Ça a été des moments très importants. Mais ils vont transformer la décision qui a été prise en un plaidoyer pour la pluralité de l'information. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a un service public en France, parce que sinon, et encore, on ne peut pas dire qu'il se soit un média gauchiste. Mais si on n'avait pas ça, les médias seraient complètement dévolus au grand patron et on n'aurait aucune information sérieuse. C'est déjà le cas en France. La plupart des médias sont détenus par des hommes d'affaires, de toute façon. Faisal, justement, pour revenir après à Sofiane, CNews ont été un petit peu intelligents. Ils ont ramené Christophe Deloire, justement. À sa demande. À sa demande. Il est venu à sa demande. À sa demande. Mais il n'aurait jamais appelé s'il n'avait pas demandé. Oui, mais il pouvait refuser quand même. Oui, il pouvait refuser parce qu'ils ont accusé. Mais il a été invité à l'émission de Pascal Praud et il a été sévèrement lynché. Il a été lynché, y compris par des chroniqueurs. Et on a vu un petit peu l'intervention de Robert Ménard, qui était un petit peu, disons, maladroite, venant d'un ancien de RSF, qui critique son collègue sur les tenants de la liberté d'expression. Curieusement, Éric Ciotti, qui est des Républicains de droite, il y a aussi Jordan Bardella, qui est d'extrême droite, Bardella, et il y a d'autres. Le mouvement de droite, tous les partis de droite ont défendu le CNews, donc comme par hasard. Pourquoi il n'y a pas de réaction de la gauche parce que, selon Pascal Praud, il aurait invité Jean-Luc Mélenchon, qui est donc le président de la France Insoumise, qui l'aurait refusé. Donc pour lui, ce n'est pas la chaîne qui refuse de donner l'antenne à tout le monde, mais parce que les gens refusent d'intervenir dans cette antenne qui était complètement orientée depuis plusieurs années. Et il faut noter que CNews est une chaîne déficitaire sur le plan commercial. Oui. Donc ça n'intéresse pas à Bolloré d'avoir de l'argent avec CNews. Ce qui l'intéresse, c'est de faire véhiculer ses idées d'extrême droite et de les imposer en attendant de façonner la scène politique française, peut-être avec l'espoir qu'un jour, il y aura un président ou une présidente d'extrême droite qui va gouverner la France. Parce qu'il y a tout un travail idéologique. Bien sûr, derrière, il y a un fond religieux aussi, chrétien, des blancs chrétiens qui craignent le grand remplacement en Europe, etc.
etc. Donc c'est tout un travail qui est fait par cette chaîne et par d'autres, hein, parce qu'elle elle essaie de se placer dans l'anti-russe et aussi de droite en s'intéressant aux faits divers, et BFM TV qui essaie d'équilibrer. Mais ce phénomène de droitisation extrême des médias est un peu partout, pas uniquement en France. Que risque CNews dans 6 mois si elle ne règle pas un petit peu son mécanisme éditorial? L'ARCOM doit renouveler les fréquences. Normalement, à la fin de ce mois de février, 15 fréquences, je pense. Donc elle risque de disparaître. Je ne pense pas, parce qu'il y a un lobby qui est derrière qui la défend. Oui, mais ils ont de l'argent, ça c'est sûr. Évidemment, on ne va pas applaudir la fermeture des médias, même si on n'est pas d'accord. Mais disons que ça sera un rappel à l'ordre pour tous les médias. Parce que regardez comment Pascal Praud accuse Christophe Deloire. Il le compare ministre de la censure. À Jean-Paul Marat, qui était un journaliste qui avait appelé au meurtre, durant la Révolution française, qui avait un journal qui s'appelle L'Ami du Peuple, où il appelait à tuer plus de 250 000 personnes. Regardez où il est allé, alors que RSF avait rien que pour ça, il aurait pu être attaqué en justice. RSF a argumenté sa plainte devant le Conseil d'État. Mais les arguments de RSF n'ont pas été repris par CNews, qui s'est contenté de quelques extraits, en accusant, en parlant de, comme pour CNews, la liberté d'expression menacée en France, parce qu'on a critiqué un média. Sofiane Baroudi, cette affaire est passée sous silence sur les autres télévisions françaises, mis à part CNews qui a fait des plateaux et des plateaux tous les jours pour commenter la décision du Conseil d'État et de RSF. Aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité pour CNews. On va dire que la concurrence surtout est virulente. Surtout pas de BFM TV. La concurrence est virulente entre les deux, ça c'est connu premièrement. Et déjà, même l'affaire, elle démontre qu'il y a vraiment un clivage et une division très très profonde, y compris au sein des milieux d'élite. Parce que Reporters sans frontières, il faut rappeler que beaucoup de grands médias utilisaient certains rapports qui sont des rapports biaisés souvent sur certains États, élaborés par Reporters sans frontières, qui utilisent elles-mêmes un certain de poids de mesure. Surtout du temps de Robert Ménard. Exactement. Robert Ménard, d'ailleurs, qui lui a des opinions bien tranchées et qui n'est plus, c'est-à-dire qui n'est plus journaliste. Il est responsable politique d'une commune qu'il dirige avec un parti d'extrême droite et dans laquelle il a fait un hommage. Le premier hommage, c'était à l'OAS, un groupe fasciste bien connu historiquement. Et moi, je pense qu'il y a aussi un phénomène très important, un glissement politique qu'il s'agit d'analyser. C'est-à-dire que Bolloré, utilisant CNews comme, si vous voulez, attribut idéologique, c'est aussi, pour revenir au sujet initial, pour défendre le modèle d'extrême droite du régime d'apartheid sioniste, qui est vraiment le grand modèle. Et malheureusement, c'est un modèle macabre, parce que l'action qui est menée actuellement, c'est comment génocider tout un peuple. Et peut-être, je ne l'espère pas, que l'extrême droite, ou alors que l'ultra-droite en Europe, a les mêmes desseins dans un avenir proche. Et moi, je pense que même le verdict sera tributaire d'ici 3 mois de l'évolution de la conjoncture politique et géopolitique qui est très, très dangereuse. Parce que, si vous voulez, l'occultation qui est opérée par les médias français de la barbarie, de la situation de barbarie, c'est le terme à laquelle on est arrivé, notamment avec l'avancée sur Rafah et les grandes inquiétudes sur une escalade, est une, si vous voulez, occultation qui peut laisser penser qu'il y a une préparation pour quelque chose, y compris en Europe, parce qu'il y a un problème, par exemple, d'islamophobie structurelle et institutionnelle qu'il s'agit justement de traiter. Il y a des possibilités aussi d'insurrection ou alors de mécontentement populaire profond. On l'a vu avec le mouvement des agriculteurs, on l'a vu avec les émeutes dans les banlieues récemment. Et j'ai l'impression que les médias qui servent des intérêts de grands oligarques et surtout des intérêts politiques sont là à préparer, si vous voulez, un dessein qui pourrait être un dessein catastrophique, y compris pour les pays européens et aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, ça atteint vraiment son paroxysme. Actuellement, ce qui s'est passé entre Fox News et CNN, c'est passé d'un conflit. À la base, d'ailleurs, le phénomène Tucker Carlson est le produit de ça. Tucker Carlson a été viré parce qu'il y a eu une pression de la grande élite américaine pour, si vous voulez, complètement occulter certaines idées qui sont des idées de l'élite elle-même. Mais vu qu'il y a une situation très tendue avec la sécession du Texas, avec des élections américaines à très haut risque qui vont venir, la direction de Fox News, Rupert Murdoch en l'occurrence, qu'a cité Faisal, a décidé d'écarter tout simplement Tucker Carlson et ce qu'il représente, c'est-à-dire le Make America Great Again, qui est une tendance d'ultra-droite qui risque de précipiter les États-Unis vers une guerre civile. Ça veut dire que les médias deviennent des acteurs.
Exactement, médias, politique. Ils sont supposés rapporter des informations, bien sûr, tous les avis, toutes les opinions, deviennent des acteurs pour jouer, pour essayer de peser sur des choix politiques futurs. Et c'est ça la grande dérive. La grande dérive, d'abord, que les médias ont oublié leur mission. La deuxième est que les médias façonnent donc des opinions, bien que les idées politiques peuvent être en contradiction, mais ils façonnent certaines idées politiques et occultent des vérités, en plus de la concentration. Parce que quand les médias sont concentrés, je pense qu'il y a eu déjà des rapports au niveau de l'Union européenne et aux États-Unis sur ces médias concentrés sur des mêmes hommes d'affaires. C'est ça le danger par la liberté d'expression. Ce n'est pas le fait que l'ARCOM interpelle un média ou une autorité ailleurs, mais c'est le fait qu'il y a des hommes qui ont de l'argent et qui choisissent des opinions à imposer aux populations. Une dernière question, Pierre Belloc, brièvement. Est-ce que cette décision du Conseil d'État vous donne espoir sur un changement du paysage audiovisuel, notamment en matière d'information? Elle me donne espoir dans le sens où elle dit quelque chose qui n'avait jamais été dit jusqu'à aujourd'hui. De là à ce qu'effectivement on supprime la licence à CNews ou que les médias se mettent à changer tout de suite, je n'en suis pas sûr. J'ai presque plus espoir en la capacité des gens à se reporter sur d'autres médias pour que les médias se disent « bon, je suis en train de perdre de l'audimat et peut-être qu'il faut que je me remette à faire de l'information sérieuse ». Mais au moins, il a été dit que CNews dépassait la ligne rouge très régulièrement. Merci. Il faut noter qu'il y a eu une pétition pour fermer CNews et BFM en France. Plusieurs pétitions, pas une seule. Merci Faisal, merci Monsieur Pierre Belloc. Je rappelle que vous êtes maire de Vitry-sur-Seine. Bienvenue sur Al24 News. On vous souhaite un bon séjour en Algérie. Merci Sofiane Baroudi. L'émission Média Pro est à présent terminée. On vous laisse avec le reste du programme. Restez branchés sur Al24 News.